Salut les petits lutins. Comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? C'est parti pour la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez en région. Merci de nous rejoindre. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Dans un instant, je ferai lecture. Je ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Évidemment, sur le hashtag Espace GG, ça se passe là. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut composer, le 00224 657 39 13 13, avec Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano à la réalisation de l'émission. Merci à vous tous à l'international. On s'intéresse à l'actualité. Rendez-vous ce matin à l'hémicycle pour parler évidemment de l'adoption des lois de la République. La dernière encore au centre de toutes les attentions évidemment, c'est celle qui consacre l'érection, oui, il faut le dire, de 19 districts en sous-préfecture et commune rurale. C'est la volonté du gouvernement exprimée donc l'année dernière, alors que le pays s'apprêtait donc à tenir à la présidentielle du 18 octobre. Le texte a été adopté presque à l'unanimité. Et, c'est le cas pour bien d'autres. Les élus du peuple qui doivent examiner tous les projets de loi décident au nom du peuple de cette loi qui entend donc être promulguée par le chef de l'État et des recommandations des députés. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec le vice-président, le premier vice-président donc de la commission des lois à l'Assemblée nationale, honorable Moustapha Diané. Il sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Les enseignants des écoles professionnelles continuent d'être soumis au système de billetage. On essaie de comprendre ce matin avec le secrétaire général du ministère. Évidemment, c'est bien sûr Michel Koivogui que nous allons joindre un peu plus tard dans notre émission. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs, évidemment, sur le 657 39 13 13. Le temps pour moi, voilà, parce que le réalisateur n'est pas dans le studio. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs sur ce numéro, le 657 39 13 13. Ils sont très nombreux, évidemment, à nous écrire ce matin. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T sur notre plateforme. Lui, il est en France, j'imagine. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Votre doyen est un RPGiste. Il est devenu... Oh, mais non, c'est pas possible. Laissez-le tranquille, s'il te plaît. Allez, voilà. Je sais pas qui c'est qui nous écrit. Merci beaucoup. C'est autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, c'est Selou Taka depuis Bissau. Ahmed Kamara est un journaliste. Ne raisonne pas comme comme ça, avoir l'épreuve. Voilà, il veut dire la police républicaine ne tue pas, ne tire pas, il veut dire, sur la population. Merci Madame Yoro. Voilà, donc le message n'est pas signé, c'est le message des vrais gens, évidemment. Bonjour les GG. Ahmed est hors jeu en permanence. Il oublie que ses impôts sont toujours payés, mais où est le résultat? Lui se pose la question. Est-ce au président de faire cette promo ou bien le système devrait déjà être en place? Qu'Ahmed cesse de penser qu'après un séjour en Europe fait de lui le plus intelligent que les autres. Donc c'est un auditeur. Gassel, il s'appelle, depuis la Tchèque, voilà. Tchéquie, hein? Tchéquie, voilà, c'est bien. Tchéquie, oui, bien sûr. On sait que les Tchèques sont pas réputés pour payer des impôts. C'est pas possible, il est terrible. Allez, bonjour les GG, Saül Faouma. Franchement, on est mal barré. Vous avez certains journalistes que vous devez pas donner la parole. Il parle d'Ahmed Kourma. Laissez-le. Voilà, allez, on y va avec cet autre aussi, un dernier, avant de partir avec les tutos, évidemment. Bonjour les GG. Bonjour, acceptez qu'on paye la facture du 3e mandat pendant que la campagne, plusieurs milliards ont été dilapidés. Où sont passés les 200 milliards de Nabaya? Il pose la question ce matin. Les 51 milliards de l'ARPT. Ce pays est doux. Acceptons de financer la prospérité partagée. C'est la Guinée qui gagne. Maki, premier Dar Salam, qui nous envoie ce message. Ils sont très nombreux ce matin à nous écrire évidemment sur le 657 39 13 13. Voilà, on va essayer de partir maintenant avec le tweet que vous avez bien voulu laisser là sur le 657 39
39 13 13. Allez, on y va avec cet autre qui nous écrit. Lui, c'est Badiko, du côté de l'Assemblée, député à l'Assemblée nationale. Bonjour, monsieur Guirassi. Juste pour vous informer que la loi sur l'érection des sous-préfectures en communes rurales a été adoptée à 88% et une contre. Voilà. Et c'est important de le savoir, voilà, Jacques. Il a voté contre. Oui, parce que c'est lui qui avait voté contre. C'est vrai. Donc, c'est pas à l'unanimité, Jacques Liwa. Donc, c'est important, parce que sa voix compte à l'Assemblée nationale. Ahmed, s'il te plaît, c'est le coin des auditeurs, s'il te plaît. Allez, celle de votre serviteur, voilà, c'est bien cela. Et donc, il a voté contre, Jacques, il tient à le dire. Nous avons fait circuler très largement le document de mon intervention à la plénière. La loi, selon les termes du président de l'Assemblée, a été adoptée à la quasi-unanimité et non, comme vous le dites, à l'unanimité. Voilà. Badiko, il veut se faire entendre. Voilà. Il nous fait savoir. Ça serait bien qu'on l'invite ici, parce que c'est, comment dire ça, il va à contresens. Il est un peu comme Ahmed Kourouma. Il est toujours à contresens, Badiko. C'est bien. Allez, on y va avec Mori Akaba du côté de l'UFR aussi, qui nous écrit. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Vous savez-vous que nous avons payé 1 franc pour chaque seconde d'appel téléphonique, 10 francs guinéens pour chaque SMS, 200 francs guinéens pour litre de carburant. Il pose la question. Moi, je ne sais pas. Donc, merci de nous l'apprendre, Mori Akaba. Sinani, du côté de RPG. Bonjour Elage Guirassi et toute l'équipe. Vivement les enquêtes sérieuses sur cet incident survenu donc à Lansanaya, barrage, que l'âme du défunt repose en paix. Voilà, cultivons la paix et la quiétude sociale. Merci beaucoup, Sinani, du côté du RPG Arc-en-Ciel. Toujours avec cet autre aussi qui nous écrit, lui c'est Alpha Moussa Makadiabi évidemment, qui nous écrit également sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Il n'y a pas 3 semaines, les services de sécurité de l'Assemblée nationale ont été victimes d'attaques des inconnus et la police victime d'attaques à Lansana. Les autorités doivent prendre très au sérieux ces cibles contre les services de sécurité et de défense. Caméra Guirassi. Merci beaucoup. Merci à toi Alpha Moussa Makadiabi, toujours original. Voilà, maintenant avec les tweets voilà, que Poutine nous envoie à l'instant T. Merci beaucoup. Sinon, Dan Daniel aussi qui nous écrit, voilà, Dan Daniel, Lama, les forces de l'ordre devraient être les plus républicains. Voilà, c'est Dan Daniel du côté de la France qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec maintenant Mohamed le politologue sur hashtag espace GG. Bonjour les GG. Cette attaque de Lansana doit attirer l'attention des autorités sécuritaires. Je suis tellement d'accord avec Ahmed Kamara. Il faut craindre. Rien n'est exclu. Il ne faut pas seulement se limiter à la balistique. Il faut chercher et traquer les auteurs. C'est Mohamed le politologue qui nous envoie ce message. Patekour Diallo aussi qui nous écrit. Pour ce qui s'est passé à Lansana, prouve à suffisance que les caméras de surveillance installées ne fonctionnent pas. Les citoyens de base ont juste besoin de paix pour vivre, voilà, avec le gouverné autrement. On reste avec Almami Diop également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. La vérité est que le taux d'insécurité dans ce pays est grandissant et rien ne semble empêcher l'explosion de la criminalité. Nous ne sommes pas en sécurité nulle part, loin de ce que peut dire Ahmed Kourouma, qu'Allah nous sauve. Hashtag espace GG. Excellence Baldé aussi qui nous écrit. La question de l'insécurité est devenue très inquiétante parce qu'à chaque fois que ces faits se produisent, il y a toujours 2 versions, celle des autorités et celle des citoyens. Finalement, il y a des enquêtes sans résultat. C'est triste. Sekou Diakité qui nous écrit également sur Twitter. Nos quotidiens de Guinée ne se résument qu'à ces 3 phénomènes: viol, vol et l'insécurité. Merci. Allez, on y va avec cet autre aussi, Kafumba Ramos qui nous écrit. Bonjour les GG. Dans ce pays, le gouvernement a toujours protégé ses bourreaux et les jeunes qui ont été tués. Il n'y a jamais eu de justice, mais qu'ils sachent que toute souffrance a une fin. Voilà, c'est un peu ça. Allez, on y va avec Sekoumar Bolé, un auditeur fidèle de cette émission, évidemment sur Twitter. Je pense que cette confusion est due donc au manque de communication de nos autorités compétentes. Voilà, c'est Bolé qui nous envoie ce message. Real Kill, il s'appelle comme ça sur Twitter. On sait que la police a toujours menti à l'opinion pour protéger donc les bavures que les agents commettent sur le terrain. Donc, on croira qu'à la version de tout sauf la police. Voilà, c'est aussi clair, Ahmed. Allez, on y va avec Abrakim Aboubakrim H6C. L'insécurité toujours est d'actualité à Conakry. Les agents armés et la population. Il y a crise de confiance qui existe réellement, creusée par des faux agents qui raquettent la population la nuit.
Ibrahim Keita aussi sur Twitter nous écrit c'est important de se poser des questions et de faire une enquête sérieuse avant de faire une conclusion hâtive comme la police, comme les policiers. Ne perdons pas de vue les conséquences de cette action qui commence à distraire sur l'essentiel qui est la paix. Et lui, il est ici à Matoto. Donc, Youssef Kaba qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. La contradiction entre ces deux versions enflamme la confusion sans soutenir la version des autorités. J'estime qu'elle n'est pas à écarter, sachant que des armes circulent. Il est tout de même déplorable qu'on ait enregistré des morts. Nous sommes en pleine insécurité. Youssef Kaba du côté de PEDN, évidemment, râleur aussi, il faut le rappeler. Il râle, il ne fait que râler ce Youssef Kaba. François Premier aussi qui nous écrit les agissements des services de sécurité laissent place à des perceptions plus ou moins négatives de la part de la population. Il revient à l'État de faire la lumière et en rendre justice car ils nous sont redevables. Que Dieu sauve la Guinée. Évidemment, c'était donc vos messages ce matin. Vous êtes trop nombreux évidemment à réagir peut-être d'ici la fin de l'émission. On aura le temps de revenir un petit peu pour quelques messages évidemment que vous avez bien voulu laisser là. Si le réalisateur le veut bien, nous allons essayer de partir sur le terrain dans un instant avec honorable Moustapha Diané que nous allons appeler, c'est bien cela, voilà, qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Ahmed. Beaucoup de questions se posent évidemment en ce qui concerne. Et Baliko fait bien de le rappeler comme quoi lui il a voté contre. Non, de toutes les façons il a ses raisons, mais si à l'unanimité les uns et les autres ont voté, écoutez, c'est toujours une bonne chose. Ça dénote aussi de l'évolution. Mais qui dit une commune a besoin quand même de ce qu'on a, voilà, de moyens et d'infrastructures. Donc il ne faut pas créer pour créer. Il faut créer et faire suivre ce qui doit suivre normalement. Justement, parce que en prenant le cas de Kassa par exemple, la dernière fois on a été là-bas faire ici c'était ça le bonheur. Et j'avais interrogé le sous-préfet à l'époque, j'oublie son nom, Traoré. Cheikh Traoré. Qui disait qu'il avait 425 000 francs annuels comme budget. C'est grave. Mais voilà. J'hallucinais. Voilà. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et finalement, on transforme en commune et il y a plus de moyens encore qui doivent suivre. Alors, il faut juste pas voter. Pour voter, l'État doit apporter les moyens qu'il faut. On ne peut pas comprendre que dans une commune qui n'ait même pas d'aire de jeu pour les enfants, qui n'ait pas d'hôpital, on en revient à l'impôt. Son histoire d'impôt. C'est une histoire d'impôt. Il faut faire payer. Toujours original. Allez, en direct ce matin, honorable Moustapha Diané. Les grandes gueules. Honorable, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Vous êtes le vice-président de la commission des lois du Parlement. Cette loi, ce projet de loi a donc atterri sur votre table et finalement, presque l'écrasante, non pas l'écrasante majorité, on va dire presque l'unanimité des députés, vous l'avez donc adopté. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a convaincu là-dedans? Je vous remercie pour l'invitation ce matin. Alors, excusez-moi, honorable. Si vous avez, le kit, vous pouvez parler dans le téléphone, c'est plus simple parce que là, on a du mal à vous entendre en direct. Enlevez le kit, comme ça, on va bien s'entendre. Enlevez l'écouteur, voilà, c'est ça. Voilà, enlevez l'écouteur. Allez-y, voilà, ça passe mieux là. Voilà, ok, vous m'entendez mieux, monsieur? Oui, ça va beaucoup mieux là. Allez-y. Très bien. Donc, nous avons reçu le texte relatif à l'érection de communes rurales d'abord, parce que il faut le dire ainsi, le projet de loi qui nous est parvenu envisageait la création que de communes rurales. Maintenant, nous sommes partis des réalités selon lesquelles, en droit, la création des collectivités locales est consécutive à la volonté des populations d'adhérer à une communauté de destin qui tienne compte naturellement des réalités sociales et des réalités économiques de ces circonscriptions administratives. Donc cette volonté est d'ailleurs consacrée par l'article 143 de la Constitution qui dispose que l'organisation du territoire est fondée sur 3 principes, dont la déconcentration, la décentralisation et la participation, qui vise à promouvoir une gouvernance participative au niveau des territoires. Donc une gouvernance territoriale participative. Une plus grande participation des populations, des citoyens. Donc, à l'article 2, à l'article 145, à l'alinéa 2 de la Constitution,
les collectivités locales, leur création, leur fonctionnement et leur organisation est strictement prévu par la loi. Et dans le code révisé des collectivités locales, l'article 16 reprend la même préoccupation, c'est-à-dire que c'est la loi qui détermine les conditions de création, de scission, de suppression des collectivités locales. Donc nous avons pris en compte toutes ces exigences dans l'examen du texte pour voir dans quelles sont les conditions qui sont remplies par le projet de loi que nous avons reçu et qu'est-ce que nous devons y faire. C'est ce qui nous a amené à voir un souci d'harmonisation du droit, du cadre juridique, que la création de la commune rurale de Kassa, par exemple, ne répondait pas aux critères légaux. Oui. C'est-à-dire que... Parce qu'elle était rattachée à Kaloum. Voilà, parce qu'elle est rattachée à Kaloum, pas parce qu'elle est rattachée à Kaloum. C'est parce que la tutelle rapprochée était ici le gouvernorat, ce qui n'est pas normal, parce que la tutelle rapprochée d'une commune rurale ne peut être un gouvernorat. D'une commune rurale ne peut être un gouvernorat. La tutelle rapprochée d'une commune rurale, c'est une sous-préfecture et d'une commune urbaine, c'est une préfecture. Et comme il n'y a pas de préfecture à Conakry, et Kassa a été érigé bien sûr en sous-préfecture, ce qui était aussi une certaine cohérence juridique, parce que la sous-préfecture ne peut pas avoir pour tutelle rapprochée uniquement le gouvernorat. Il n'y a pas de tutelle directe entre le gouvernorat et la sous-préfecture. Alors, honorable, au-delà de cette harmonisation des réalités au texte, parce qu'on sait bien... Permettez-moi juste de terminer cette analyse, parce que sinon les auditeurs ne comprendront pas. Allez-y, honorable. Pour cette harmonisation, nous étions obligés, donc, vu que Kassa remplissait les conditions objectives, les conditions matérielles d'érection en commune rurale, nous avons dit que c'était le meilleur moyen de corriger donc ce qui était là, faire en sorte que Kassa soit une commune rurale dans la zone spéciale de Conakry, comme les autres communes que nous connaissons déjà, les 5. Bien. Donc, pour faire ci. C'est en quelque sorte la grande innovation qui a été apportée à ce projet de loi que nous avons reçu. Voilà. Honorable Moustapha Diané, il faut le rappeler, il est député d'Aboula, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale en direct. Allez-y. Je disais donc, au-delà de cette harmonisation des réalités, si vous voulez, au texte juridique, est-ce que finalement, puisque vous dites il suffit, parce que le point de départ, c'est lorsque les populations expriment le besoin d'avoir une sous-préfecture, d'avoir une commune rurale. Est-ce que derrière, en tant que représentant du peuple, vous faites une évaluation de ces besoins pour accorder une telle proposition, un tel projet de loi? Voilà, en fait, nous ne sommes pas l'autorité de contrôle. C'est l'exécutif l'exécutif à travers les autorités déconcentrées, donc, qui procèdent à des enquêtes pour établir est-ce que les conditions matérielles sont remplies pour ériger telle entité en sous-préfecture ou en commune rurale ou en commune urbaine. Donc ils nous proposent et puis nous analysons à la lumière des principes légaux qui sont là, si c'est conforme, et voilà, nous proposons au vote. Maintenant, il est clair que nous avons demandé, par exemple, dans nos recommandations, qu'un plus grand effort soit fait sur le terrain afin de voir est-ce que dans l'ensemble du pays, il y a d'autres entités aujourd'hui qui répondent à ces critères objectifs pour être érigées en commune rurale ou en sous-préfecture. Parce que les conditions sont énumérées dans le code révisé des collectivités locales. Allez, honorable Diané, allez-y, mon cher Ahmed. Alors, vous parlez de conditions réunies. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conditions, parce que ça ressemble beaucoup plus à de gros villages qu'à des communes?
les conditions, vous avez par exemple la population, l'étendue du territoire, les communautés qui acceptent d'être regroupées par exemple dans un même district ou dans une même sous-préfecture ou dans une même commune rurale. Donc ce sont quelques conditions, elles ne sont pas limitatives en fait, il y a d'autres bien sûr, mais comme vous dites quelques conditions, donc je vous donne quelques-unes qui sont des préalables à l'examen de ces demandes d'érection en sous-préfecture ou en commune rurale ou en commune urbaine. Voilà. Allez-y, Ahmed Kourma. Monsieur le député, bonjour. Vous êtes très éloquent ce matin. Bonjour. Vous êtes très éloquent ce matin. Très bien. Vous avez parlé, je vous cite, vous avez parlé de communauté de destin. Nous sommes d'accord. Et j'aimerais, parce que c'est un mot un peu fourre-tout que l'on balance un peu partout, j'aimerais comprendre ce que vous appelez par la gouvernance participative. Parce que honnêtement, c'est un concept évidemment qui est séduisant, mais que moi je ne vois guère dans tout ce qui est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de... J'ai pas bien compris votre question. Je vous ai cité, vous avez parlé de communauté de destin et en faisant référence à un concept qui s'appelle la gouvernance participative. On est d'accord ? Ouais. On est d'accord. Oui, la gouvernance participative. Oui, je finis ma question. Je finis ma question, monsieur le député. Donc, je vous ai cité, parce que vous avez parlé de gouvernance participative. Donc, ma question était en quoi la gouvernance participative est effective au niveau de nos citoyens et en quoi les députés que vous êtes, parce que c'est un joli concept et des jolis mots, font en sorte que ces gouvernances participative soit effective sur le terrain. Ce n'est pas à nous, une fois encore, de contrôler. De contrôler ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, nous contrôlons l'action du gouvernement. Et en tant que député, par exemple, dans ma circonscription, je peux savoir, à travers les autorités déconcentrées et décentralisées, est-ce que tel village est d'accord pour être regroupé dans une même sous-préfecture ou dans une sous-préfecture à créer ou dans une commune rurale à créer. Ça, je peux savoir. Maintenant, la gouvernance participative, c'est le fait pour les citoyens de participer effectivement à la vie de leur collectivité, à la prise de décision, à ce qui les concerne, à proposer des solutions qui doivent être naturellement prises en compte dans la marche de ce qui les lie ensemble. Donc la gouvernance participative, d'abord vous avez posé la question en disant comment on peut vérifier ça à l'Assemblée nationale, ce n'est pas... Ça ne se rapporte pas. Non, monsieur le député, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai dit comment vous, en tant que député, puisque vous êtes le représentant du peuple à l'Assemblée nationale et vous êtes censé être sur le terrain en tant que député, comment vous pouvez mesurer ou voire même imposer, parce que c'est... Attendez, laissez-moi juste finir. Comment vous pouvez mesurer, voire même imposer une forme de démocratie ou de gouvernance participative, parce que c'est votre rôle. Parce que valider, c'est contrôler. Voilà, valider, c'est contrôler, effectivement. Nous n'imposons pas des choses, c'est vrai que nous pouvons mesurer, c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'en tant que député, nous sommes en contact avec nos populations, nous sommes en contact avec la base, que ce soit au téléphone et quand on est aussi sur le terrain parce qu'on y vient souvent, donc on peut se rendre compte que tel village ou tel district ne veut pas être dans la communauté de la sous-préfecture qui va être créée ou en tout cas de la commune rurale qui va être créée. Si des districts vivant ensemble, il y a par exemple des velléités de part et d'autre d'être érigés en commune rurale et puisque naturellement l'article 18 du Code révisé des collectivités locales prescrit que la loi portant création d'une collectivité locale détermine la nature, la dénomination, le chef-lieu, les limites territoriales et le statut. Donc, pour respecter cette disposition, la nouvelle commune rurale ou la nouvelle sous-préfecture à créer va porter un seul nom, pas deux. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de mettre
une sous-préfecture, dans une sous-préfecture, plusieurs districts, est-ce que tous les districts sont prêts à être dans la sous-préfecture qui va être créée sous le nom qui existe déjà, qui est en tout cas porté par une partie. Par exemple, quand nous prenons même le cas de la commune urbaine de Kassa, est-ce que Fotoba, Tamara, Roum sont prêts à accepter que la commune s'appelle commune de Kassa? Donc, entre autres éléments, c'est un exemple probant qui permet de savoir que voilà, les personnes qui font partie de ces localités-là sont d'accord pour être ensemble, pour être dans la même entité, pour avoir la même gestion, pour être gérés par les mêmes autorités. Moustapha Diané. On peut vérifier, on peut toujours venir. Allez-y, Madame Hiro. Alors, je suppose que vous avez fait des recommandations parce que vous en parliez tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut en savoir, on peut connaître quelques recommandations que vous avez pu faire, parce que je suppose que vous savez effectivement les problèmes qui sont dans ces localités, parce que des localités qui existaient déjà, dans les localités qui existaient déjà, il y a des problèmes. Vous en créez de nouvelles à travers, en tout cas, ce vote, s'il est promulgué, si le projet est promulgué par le chef de l'État. C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a des recommandations pour amener quand même à la bonne gestion, à la prise en charge côté infrastructure et tout ce qui devrait se passer dans ces différentes localités? Oui, naturellement. Nous avons fait des observations et des recommandations au titre desquelles il y avait l'accroissement des efforts qui sont fournis pour voir dans d'autres localités. Maintenant, les structures créées, les communes rurales et urbaines créées, nous avons demandé qu'il y ait des moyens mis à disposition afin que le bon fonctionnement soit une réalité. Les problèmes, il y en a partout, madame. Je vais vous dire que même dans les pays hautement développés, c'est clair que des problèmes, il y en a toujours, parce que ce n'est pas propre qu'à la Guinée, malheureusement. Enfin, heureusement d'ailleurs, ce n'est pas propre qu'à la Guinée, mais nous avons recommandé qu'il y ait justement la mise à disposition des moyens nécessaires au bon fonctionnement. D'ailleurs, le gouvernement couvre à suffisance avec l'ANAFIC, le FODECON, il y a une multitude aujourd'hui de voies et moyens qui ont été créés, qui sont mis en place par le gouvernement pour venir en aide à ces collectivités, pour qu'elles se prennent en charge et pour que la prospérité générée, même dans des pays, dans des domaines, dans des régions qui ne sont pas minières, puissent en profiter. Donc, naturellement, des efforts sont en train d'être faits à ce niveau et nous les encourageons et nous voulons que ces efforts soient accentués. Honorable Moustapha Diané, député de Dabola en direct ce matin. Allez-y, mon cher. Oui, honorable, vous avez touché un aspect très important, l'accord des populations de ces localités à aller vers une commune et à accepter que ce soit cette partie qui soit leur tutelle ou en tout cas leur autorité. La question, elle se pose aujourd'hui, même pendant les élections. Il y a des citoyens d'un certain nombre de villages qui parfois refusent de se déplacer pour aller dans un autre village pour aller voter parce que ces villageois ne reconnaissent pas une autorité de cet autre village. Est-ce que tous ces critères, vous les avez décortiqués aujourd'hui pour savoir que toutes ces communes ou toutes ces localités qui sont aujourd'hui érigées, il y a bel et bien accord des citoyens? Bien sûr, en fait, c'est le lieu d'ailleurs de féliciter le gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a fait un travail remarquable, parce que lorsque le premier décret est sorti pour l'érection des sous-préfectures, il y a eu une flopée de demandes d'érection en sous-préfecture qui ne répondaient pas forcément aux critères légaux exigés pour cette évolution-là. Donc, le ministère a effectivement procédé aux enquêtes pour trouver là où cela était possible. Et voilà, il y a des demandes, il y a plein de demandes en attente. D'ailleurs, ça a suscité des questions à l'Assemblée nationale parce qu'il y a des députés qui pensaient que dans leur préfecture ou dans leur circonscription,
décentralisation, Oui. il y avait des entités qui répondaient à ces critères objectifs. Oui, Mais pour ces qu'est-ce projets-ci, est-ce que tous les problèmes ont été réglés? Il n'y avait pas de demande préalable. Et le directeur de la décentralisation l'a prouvé devant tout le monde, en commission et en intercommission, que contrairement à ce qu'on affirme, les demandes qui n'ont pas été prises en compte n'ont pas été déposées avant ce décret, et ceux qui étaient déposés après, celles qui étaient déposées après ne répondaient pas forcément aux critères légaux objectifs qui nécessitaient une telle évolution. Donc c'est ce qui explique le fait que on pense que par rapport à toute la Guinée, 20 communes, c'est peu et tout, mais il y a des critères qui sont exigés, auxquels il faut répondre pour être éligible à une telle évolution. Donc c'est la raison pour laquelle. C'est vrai, donc, comme l'exemple que vous avez dit, monsieur, est très éloquent d'ailleurs, quand vous voyez déjà qu'il y a de la résistance d'un village à aller voter dans l'autre, est-ce que vous pouvez parler d'érection dans ce cas-là? C'est ça. Là, vous donnez un exemple palpable de critères sur lesquels il faut aller pour voir est-ce que c'est possible ou pas. Voilà, allez-y, Madame Hiro. Je suppose que dans le projet qui vous a été soumis, il y a déjà des dispositions par rapport à la gestion des nouvelles localités créées. Est-ce que c'est le cas? Parce que je suppose que quand vous érigez une commune, par exemple, par rapport à une autre, est-ce qu'il y a des responsables, de nouveaux responsables qui seront là? Parce que pour les communes rurales, comment cela va-t-il se passer? Parce qu'on n'est pas encore au niveau des élections communales. Oui. Comment cela va-t-il se passer concrètement sur le terrain? Vous voulez parler du mode de gestion des communes qui vont être créées. Justement. Donc, voilà. Donc, à ce niveau, nous avons mis en exergue la possibilité qu'il y a d'avoir des délégations spéciales en attendant l'élection à venir. Donc, parce que nous avons dérogé, en dérogation en tout cas à l'article 101 et 105 du Code des collectivités, nous pouvons effectivement mettre des délégations spéciales en attendant l'élection future, l'élection prochaine. Bien, allez-y mon cher ami. Monsieur le député, une question un peu humoristique, sémantique d'ailleurs. Est-ce que vous préférez qu'on vous appelle monsieur le député ou honorable? C'est pas possible. Vous avez le choix. Je vous donne le choix, monsieur. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ah, vous voyez, monsieur Girassi fait déjà le choix. Lui, je préfère monsieur le député. Allez, c'est moi qui vous remercie et au plaisir de discuter avec vous quand c'est possible. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de la compréhension. Merci. Bon courage à vous du côté de l'Assemblée nationale. Je m'en ferai bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez. Encore 20 minutes à passer ensemble. Le temps pour notre réalisateur, évidemment, de joindre le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, évidemment, Kouei Vogui, que nous allons joindre dans un instant sur Radio Espace. On a écouté, mon cher Ahmed Kourouma, l'honorable, oui, ou monsieur le député. Ou monsieur le député. Voilà. Non. Explication très claire. Alors, ça fait plaisir d'entendre un député s'exprimer aussi bien. Visiblement, il connaît sur le bout des doigts. Il connaît sur le bout. Non, mais c'est pas évident. Il y en a qui ne savent pas lire à l'Assemblée nationale. Mais bon, bref. Donc, non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ça fait plaisir d'écouter un cadre. Et voilà, ça fait plaisir d'écouter un cadre, un député qui connaît d'abord les lois sur le bout des doigts et qui nous explique. Je finis. Donc, mais décidément, vous n'aimez pas le bonheur dans ce studio. Dès qu'on parle bien de quelqu'un, ça suscite tout. C'est pas la question, Ahmed. C'est quoi? Est-ce que tu sais qu'au Sénégal, il y a des députés qui ne sont pas allés à l'école? Non, mais on est d'accord. Mais moi, je ne suis pas sénégalais.
Il faut le dire. Attends, je suis pas sénégalais. Et puis deux, quand quelqu'un parle bien, t'exprime bien. Il faut le dire. On va vous trouver une guitare. C'est aussi ça le bonheur. Désolé. C'est aussi ça le bonheur. Évidemment. Bon, je te concède. Merci. Bien. Donc je disais que ça fait plaisir d'entendre un député bien s'exprimer, connaître les lois sur le bout des doigts. Ça rassure quant au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et du coup, je suis fier d'être guinéen. Bien. Ahmed Kourouma, évidemment en direct ce matin. Monsieur Koïbogui, il est là, il est le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique. Monsieur Koïbogui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans les GG. Allez-y, mon cher Diak. Bienvenue à cette émission, mon général. On va donc vous présenter cette situation de ces enseignants recrutés en 2017 au nombre de 518 m'apprend-on, dont l'État guinéen continue à payer à travers les SAF, donc à l'intérieur du pays. Et est-ce que vous êtes au courant de cette situation et qu'est-ce qui bloque, n'est-ce pas, le virement de leur salaire aujourd'hui vers les banques? Très bien. Et je vous remercie de m'avoir appelé pour essayer de donner un certain éclaircissement sur cette affaire. D'abord, c'est effectif que ce sont certains de nos fonctionnaires, de nos enseignants qui sont concernés, bien entendu, qui ont été effectivement engagés dans les années 2017. Cependant, lorsque je me réfère sur les conventions entre eux et nous, c'est qu'il faut un temps minimum de 3 ans pour être au biétage. Ça, c'est un premier élément. Donc, ce temps a été atteint en fin 2020. Alors, des démarches ont été engagées. Nous avons demandé aux différentes inspections régionales d'adresser à toutes les écoles et de nous remonter leur situation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un fonctionnaire, à quelque poste qu'il soit, a d'abord un chef de service qui a la responsabilité de le suivre dans sa présence, dans l'exécution de ses missions et qui doit remonter la chaîne jusqu'au niveau du cabinet. Alors, dans de pareils cas, la logique veut d'abord que le fonctionnaire intéressé fasse une demande. Il va faire passer par son chef de service, ensuite, c'est-à-dire sa direction d'école, ensuite vers l'inspection régionale, vers les ressources humaines et la DAF, et il y a une lettre après traitement, une lettre de transmission qui va être signée par monsieur ou madame la ministre, que nous transmettons au ministère de la fonction publique, qui à son tour fait tous les traitements et transmet au ministère du budget, qui a le devoir de faire le dernier acte. Alors, pour aller plus vite, une fois que nous avons demandé aux... Avant d'aller plus vite, quelques précisions peut-être, monsieur le secrétaire général. Allez-y. Monsieur le secrétaire général, je ne sais pas si c'est un lapsus. Vous dites qu'il faut un minimum de 3 ans avant d'aller au biétage ou bien au virement. Non, d'aller au virement, pardon. Ah, c'est un lapsus. Oui, c'est un lapsus. Voilà, au virement. Allez-y. C'est-à-dire qu'ils ont 3 ans minimum au biétage et ensuite ils sont autorisés à aller au virement. C'est compris? Allez-y. Pourquoi 3 ans? Voilà. Alors, non. Ça, il faut d'abord qu'on soit bien compris avec le fonctionnaire, qu'on sache qu'il est effectivement au poste, qu'il assume correctement. OK. Avant d'être au virement, parce que il y a bon nombre d'enseignants une fois au virement qui ne sont pas au poste. Alors, lorsqu'ils ne sont pas au poste et ils sont au virement, le chef de service d'abord ne sait pas où sont-ils et puis ça cause tous les problèmes. Donc, il faut un temps minimum de 3 ans et ensuite, ils demandent légalement, en passant par leur chef de service, le circuit est suivi jusqu'au niveau du cabinet qui en fait une lettre de transmission après traitement à la fonction publique qui, à son tour, transmet au budget. Voilà. Nous, pour aller plus vite, nous avons demandé simplement budget qui vire, monsieur le secrétaire général, que vous les payez au virement ou au biétage, le contrôle se fait en amont. Est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait de payer au biétage peut encourager justement la corruption, la déperdition on ne sait pas par où peut passer l'argent par moment parce que vous savez comment les choses se passent dans notre pays. Je vous informe, qu'un contrôle ne se fait pas en amont mais commence en aval, c'est-à-dire à la base. Vous comprenez? Parce qu'il relève d'un directeur d'école. C'est celui-là qui fait le premier contrôle. Si le contrôle se fait en amont, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas au cabinet de contrôler directement. Ça, c'est une précision. Alors,
Je disais, pour aller plus vite... Ça ne passe pas. Que le contrôle se fasse, je veux dire, à la base, vous avez l'enseignant, par exemple, qui est à la base dans une école, vous faites le contrôle. S'il est là, vous virez son salaire. S'il n'est pas là, vous ne le virez pas. Et même si c'est viré, même si c'est viré, on peut bloquer. Il peut non, on ne vire pas avant de se rendre compte qu'effectivement, que le monsieur est à la tâche. Pour éviter la manipulation des sous. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique ou bien vous savez déjà. Nous voulons comprendre, monsieur le secrétaire général. Voilà, allez-y. Écoutez, le b.a.-ba de la communication, c'est l'écoute active ou la libre verbalisation. C'est-à-dire que vous m'écoutez et je vous Allez-y, écoute, monsieur le secrétaire général. On ne s'énerve pas, on a envie de comprendre, c'est tout. Allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je disais, nous, pour aller plus vite, nous avons demandé aux inspecteurs régionaux de demander aux différents directeurs d'école et de nous remonter cette situation. Cette situation, au lieu qu'on attende individuellement, il y a eu une liste qui nous a été parvenue. Ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune idée derrière pour empêcher. Cette liste qui est venue, c'est ce qui est traité au niveau de la DRH, qui doit être envoyé au niveau de la fonction publique, qui va faire le dernier traitement et envoyé au budget. Voilà où se situe le vote. Il n'y a rien d'autre qui bloque ce processus. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, on a bien compris. Allez-y, Ahmed. Alors, depuis cette période, tous sont présents et ceux qui n'étaient pas présents, l'argent, qu'est-ce qu'on en a fait? Vous dites? J'ai pas compris. C'est 3 ans. Est-ce que tous étaient présents ou ceux qui n'étaient pas présents, finalement, leur salaire, qu'est-ce qu'on en a fait? Mais je ne vous ai pas parlé d'absents. Ils sont payés sur billetage, ça se fait. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Ouais. Ceux qui sont présents sont payés, voilà. Bien, allez-y, Ahmed. Monsieur le secrétaire général, je suis très surpris ce matin d'entendre qu'un ministère, donc l'État, au XXIe siècle, continue à payer ces vacataires ou forfaitaires, appelez ça comme vous voulez, en liquide. Enfin, on est quand même au XXIe siècle. C'est pas un privilège que de me faire des virements à des gens que vous employez. Je suis très étonné que vous, qui êtes journaliste en Guinée, que vous ne soyez pas à mesure de comprendre. S'il vous plaît, quand je vous écoute, écoutez-moi, ou alors qu'on arrête. Lorsque je vous écoute respectueusement... Allez-y, monsieur Kouibougi. Voilà. Je suis très étonné que vous, journalistes guinéens, qui êtes en Guinée comme moi, que vous soyez surpris ou que vous ne comprenez pas qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste, qui cependant réclament des salaires. Alors, il est normal que pour un début de paiement, qu'on ne paye pas directement le salaire. Ça, c'est ça notre condition. Il faut d'abord aller sur les postes, il faut servir pour un délai bien défini, et ensuite, on vous demande de faire, on vous invite à faire une demande officielle qui passe par votre chef de service vers le service des ressources humaines de la DAF, qui traite, et ensuite, voilà. Monsieur le secrétaire... Maintenant, si vous parlez du XXe siècle qui... Non, monsieur le secrétaire général, vous avez demandé à être écouté respectueusement, c'est ce que nous faisons et c'est ce que je fais. Mais je m'étonne encore une fois, monsieur le secrétaire général, qu'au XXIe siècle, vous nous disiez à nous, contribuables guinéens, que vous payez des gens en liquide. Je suis désolé. Enfin, quelle que soit la nature de l'emploi, qu'il soit présent ou pas présent, il y a des banques qui existent dans ce pays, il y a des gens qui ont des comptes, vous devriez, alors ça s'appelle, alors à moins que vous refusiez de moderniser votre département et que vous préfériez rester dans l'archaïsme, je suis désolé monsieur le secrétaire général, vous devriez, et l'État, puisqu'on parle d'impôts aujourd'hui, on en a parlé, parce que monsieur le président de la République nous a demandé de payer des impôts, l'État devrait moderniser ses services et vous devriez avoir l'obligeance, la modernité même, de payer vos employés à travers des revirements bancaires en un clic. Parce que effectivement, plus il y a de la liquidité dans les ministères, monsieur le secrétaire général, plus il y a, de la corruption. Et je suis étonné que monsieur le secrétaire général ne soit pas au courant de cela. Je vous précise, est-ce qu'il vous a été prouvé que tous ceux qui sont au niveau du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi sont payés au biétage? Non. Je vous informe qu'il s'agit des derniers engagements. Ça, c'est une logique. Et je vous ai donné le délai qu'il faut pour être au virement. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ça. C'est pas normal. Écoutez, si vous m'aviez prouvé que
tous les fonctionnaires du ministère de l'enseignement technique sont au biétage. Vous ne comprenez pas. Il s'agit bien de 518. Attendez, monsieur le secrétaire général, vous ne comprenez pas ma question. Il n'est pas, encore une fois, monsieur, 3 ans. Excusez-moi, on va s'entendre. Je suis respectueux de votre personne, soyez respectueux de la mienne. Je vais vous dire une chose. Il n'est pas normal, monsieur le secrétaire général, qu'en 1 an, 3 ans, 4 ans, appelez ça comme vous voulez, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un est employé par vous, donc par l'État se doit de le payer par virement. Ça s'appelle la modernisation, ça s'appelle la transparence, ça s'appelle tout ce que vous voulez, ça s'appelle la modernité. Donc je suis très étonné que vous soyez passéiste au point de cautionner, monsieur le secrétaire général, le fait que des gens soient payés en liquide par l'État. Je suis désolé, le citoyen que je suis, ou le pseudo-journaliste comme vous semblez le croire, ne comprend pas cela. Voilà. Très bien. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous seriez étonné si ce sont tous les fonctionnaires qui sont en service au ministère de l'enseignement technique qui étaient payés au biétage. Malheureusement, je vous ai informé, je vous dis, même moi qui vous parle, je suis au virement. Tout le monde est au virement. Seulement que lorsqu'on est engagé, on a un temps limite pour lequel il est permis de le faire. Voilà. C'est ça que peut-être vous n'arrivez pas à comprendre, malheureusement. Bien. Monsieur Koïbougui, il est clair, hein, c'est très important. Allez-y, Jacques. Oui, monsieur le secrétaire général, il y a tout de même des conséquences. C'est vrai que vous dites que le problème est en train de se régler. Je vais vous parler de certains cas qui m'ont été signalés. Il s'agit des enseignants, bien entendu, qui sont obligés d'attendre que les SAF amènent de l'argent, puisque l'argent transite par plusieurs niveaux. Des Conakry pour les régions, des régions pour les préfectures, avant d'atterrir, n'est-ce pas, dans les établissements. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est en train de demander à des enseignants qu'on doit payer leur salaire des transports? Par exemple, pour le SAF qui doit se déplacer pour aller prendre de l'argent. Ça, c'est un fait. Il y a d'autres, donc les salaires retardent pour certains. Il y a d'autres même dont, par exemple, les gens qui sont allés chercher le transport soit ont été brigandés parce qu'il y a l'insécurité partout. Est-ce que vous êtes au courant de toutes ces situations? Peut-être que ça vous permettrait d'accélérer, n'est-ce pas, le dossier de ces 518. Très bien. Je suis vraiment surpris et je suis vraiment au point de vous dire que je sais qu'un salaire est sacré. Le salaire est si sacré que je me demande si ce que vous dites est vrai, que quelqu'un ait l'amabilité ou alors le courage de prélever sur un salaire indu à un autre. Ça me surprend. Ceci dit, je vous informe que lorsque nous prenons ces derniers lots, par exemple, nous avons ordonné qu'il y ait un transfert au niveau des BCRG dans les régions où ça existe. Où la BCRG n'existe pas, il est ordonné que ça parte sur les comptes des comptables qui retirent et qui payent. Ça, c'est clair. Je vois mal qu'on me dise, ou alors dites à ces intéressés de nous remonter les informations et de nous dire qui sont ceux-là ou quels sont les comptables qui prélèvent des transports sur leur salaire. Voilà. Vous allez voir. Mais je n'en crois pas. Vous n'en croyez pas. On va les interviewer et vous allez les entendre peut-être demain dans les GG parce que c'est ça aussi. Hein, c'est cache et puis voilà. C'est aussi alors, monsieur le secrétaire général. Excusez-moi. Moi, mon inquiétude, c'est que ce que nous disons aujourd'hui, c'est en vue de vous protéger aussi. On sait qu'il y a l'insécurité dans ce pays. Un exemple. Pendant le transport de l'argent, si ceux qui transportent se font, c'est un exemple, se font braquer, qui est responsable de cela? Qui va payer ces agents finalement? C'est un exemple, hein. Ça peut arriver. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. J'ai dit partout où il y a la BCRG, c'est sur ce compte que le payeur de Conakry fait le virement. Effectivement. Et partout où il n'y en a pas, c'est sur le compte du comptable. Donc il n'y a pas de transport de fonds à menu. Ouais. Enfin, il n'y a pas de transport à menu. Voilà. Allez-y, Jacques, allez-y. D'accord. Alors, puisque vous pensez que 3 ans suffisent pour s'assurer que l'enseignant, en tout cas le travailleur, il est régulier, il est au poste, est-ce qu'après les 3 ans, vous avez aussi la garantie qu'il ne va pas continuer à prendre, parce que le virement a commencé, et quitter le poste? Une question très intéressante. Vous avez raison. Nous avons dit 3 ans minimum. Ça veut dire que logiquement, si en français facile, ça veut dire qu'on peut aller au-delà de 3 ans. Lorsqu'on dit un minimum de 3 ans. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a des fonctionnaires, une fois virés, qui ne viennent même pas au poste. Ça, c'est vrai. On a eu de tels cas. L'autre précision que je veux vous donner,
lorsque vous allez les interviewer, demandez-leur de préciser qui sont les comptables, de quelle école. Nous allons trouver la solution si cela est vrai, s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le secrétaire général. On est pris par le temps malheureusement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, le secrétaire général évidemment, Michel Koivogi. Il était en direct ce matin chez les GG. On fait moins sa maline maintenant, hein. Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? D'abord, avant de se quitter, je vais vous donner la parole, les gars. Voilà, on se calme. Allez, avec cette nouvelle, évidemment, que nous venons d'apprendre de Inquisiteur.net, ouais, il faut informer l'opinion qu'après donc, la révélation faite en fin décembre sur nos sites, sur la disparition floue donc, de 6 milliards destinés au Cocan 2025 pour le fonctionnement annuel du compte de 2020, l'argent est finalement sorti de sa cachette pour être payé donc aux endroits. C'est évidemment le coordinateur de ce site qui nous envoie ce message à tous les travailleurs du Cocan. Tous les travailleurs sont payés et les dettes également épongées. Félicitations à tous les investigateurs et dénonciateurs. Donc, on nous envoie ce message. Allez-y, mon cher Ahmed. Sorti, on veut savoir où l'argent était caché. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Donc, on a besoin de savoir cela. J'insiste sur ma question. Il parle de virement, la banque centrale qui vit dans les localités. Mais quand on vit, il a parlé le français, il a dit objetage. Donc, ça veut dire qu'on prend en liquidité et on va les donner. De la banque à l'école, qu'est-ce qui peut se passer? Je comprends très bien. Qu'est-ce qui peut se passer? Le comptable risque d'avoir des problèmes. Je pense que les comptables doivent se désengager. Ouais. Alors, mais moi, je pense aussi que c'est un système qui est mis en place. Ça aide parfois les gens. Voilà, la corruption. Tu ne viens pas, ça reste avec nous. C'est pas la banque centrale, ça reste avec nous. C'est comme ça. Allez-y, Daouda. Non, c'est une réalité que mais c'est comme ça. Ce n'est vraiment pas. Oui, mais c'est comme ça. Mais justement, c'est pourquoi c'est vraiment pas. Ce n'est vraiment pas. On a eu l'impression. D'abord, il faut dire merci à monsieur le secrétaire général de s'être prêté à nos questions. Ça, déjà, il faut lui reconnaître cela. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire qu'on ne peut pas avoir toute la garantie que ceux qui viennent, effectivement, sont payés parce que l'effectif est remonté. On dit, dans telle école, on a tel nombre d'enseignants, l'effectif est remonté et le salaire vient en fonction de ça. Et qu'on arrive sur le terrain, l'argent est là. Il y a un absent, il y a 2 absents, il y a 3 absents. Il faut bien qu'on dise derrière que les absents, leur argent a été retourné. Merci beaucoup, Daouda. Comment? Allez-y. Moi, je voudrais dire deux choses. Il connaît bien le système, comment ça fonctionne. Oui. J'imagine que c'est un enseignant, lui, Daouda. C'est un enseignant. Oui, je suis un enseignant. Voilà, je comprends. Je voudrais dire il connaît bien le milieu. Je voudrais dire deux choses. Il est démasqué. Allez-y. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est par rapport au temps que ça a mis. Parce qu'en 2017, au même moment, le MENA aussi avait recruté le ministère de l'enseignement pré-universitaire. Donc, mais c'est quand même incroyable ce qui est arrivé tout à l'heure. Et ces enseignants. Oui, bien entendu, selon ce qu'on m'a dit, bien sûr. Donc, on parle de transport. Et si ces enseignants sont désormais on a évité ce problème. Ça, c'est la première des choses. Les enseignants du MENA, on a commencé à virer leur salaire, alors qu'ils ont été recrutés au même moment que les 518 du ministère de l'enseignement technique. On a des problèmes avec les 518. Ah oui. Non, pas les DAF. Non, mais c'est ce que je dis. Les enseignants. Et c'est des sorciers, ces 518. Les enseignants. Et j'assume ce que je dis. Et les enseignants du ministère de l'enseignement préuniversitaire sont plus nombreux. Je crois que c'est 3000 et quelques. Alors que les autres classes, c'est 500. Je crois on aurait dû régler déjà leur situation. L'autre chose, je crois le virement, ça arrange les enseignants. C'est à travers le virement, si leur salaire est à la banque, ils peuvent avoir un prêt. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arranger avec un salaire d'1,9 million ou 2 millions. Merci beaucoup. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne comprends une fois. Non, mais moi, je suis toujours d'accord avec Jacques là-dessus. C'est-à-dire qu'on est en train de paupériser des enseignants, on installe la suspicion, on met 3 ans à faire un virement. Mais on vit dans quel pays? Normalement, l'État qui embauche. Non mais attends. Non mais moi s'il vous plaît.
Non, oui, parce que je suis objectif. Je suis objectif, justement. Non, mais les bras m'en tombent. On vit dans quel pays? Normalement, un enseignant, écoutez-moi, un ministère qui recrute un enseignement passe par un cabinet de recrutement, il y a une enquête de moralité qui est faite. On ne met pas d'emblée la suspicion sur les enseignants. On est en train de les paupériser. On est en train de mettre la suspicion sur eux. Attention, au bout de 3 ans, il faut se voir s'ils vont. Et puis alors, on a un secrétaire général qui, bonhomme allant, avec sa bonhomie, vient nous dire, mais si on ne modernise pas, non, je suis désolé, vous me laissez finir. Vous me laissez finir. Mais vas-y. Vous me laissez finir, merci. Ahmed. Qui, avec sa bonhomie, bonhomme allant, vient nous dire, mais vous savez, c'est normal, si on modernise pas notre département, il est normal qu'on continue à payer les gens en liquide. Mais que nenni, non, il n'est pas normal que l'État paye ses agents en liquide. Il y a des banques, on est au 21e siècle, un virement, d'abord, ça permet d'arrêter avec la corruption, 2, ça permet de tracer l'argent de l'État, donc l'argent de nos impôts. Donc il est temps que ce ministère se modernise et il est temps que l'État se modernise. Voilà, tu es d'accord avec nous que nous ne sommes pas dans un pays normal? Non, absolument. Là, pour le coup, on n'est pas dans un pays normal. Allez, comme par magie, ça change. Eh bien voilà, c'est lui Ahmed Kourouma. Allez-y, Madame Yoro. Il n'a pas à s'en prendre au secrétaire général qui a quand même bien voulu. Pas du tout. Qui a quand même bien voulu à se prêter à nos questions. Il a expliqué un processus. Allez-y, Madame Yoro. C'est son rôle. Il a expliqué quelque chose et nous faisons des suggestions. Nous disons que c'est tout à fait normal de nos jours que des gens soient au virement et que ça réduirait la corruption. Mais justement, c'est ça son souhait. ces gens qui demandent le transport, ils demandent le transport justement parce que on paye au billettage. Notre suggestion serait qu'on modernise. Je ne lui fais pas de fleurs. Et tu sais que je ne fais jamais de fleurs. Je critique positivement et je fais des suggestions pour que les choses s'améliorent. Et c'est ce qu'on doit faire ici ce matin. La suggestion qu'on voudrait, c'est que vraiment, si ces jeunes-là sont à la tâche depuis plus de 3 ans, qu'on essaie de voir leur situation, c'est pas normal que la procédure s'étende de la sorte. Ce qu'on doit faire, c'est de contrôler physiquement, je veux dire, à la base et remonter au sommet pour savoir qui est là, le virer, qui n'est pas là, bloquer son salaire. C'est ce qu'on devrait faire. Je pense que le responsable de cette situation, c'est vraiment pas le ministère de l'enseignement technique. C'est le ministère de la fonction publique. Merci. Et aussi le ministère des Finances. Le ministère du budget et des Finances aussi. C'est eux qui décaissent. Pourquoi est-ce qu'ils décaissent de la sorte? Ils devraient arrêter cette manière de décaisser et payer au virement. Il faut éloigner de plus en plus. Il ne faut pas aussi oublier que le secteur de l'enseignement, c'est un transit. Pour beaucoup, ils viennent et tout de suite, ils disparaissent. Lorsqu'ils sont virés, du coup, il faut s'attendre également à l'évasion. Il faut contrôler. Il y a les moyens aujourd'hui. Non, mais justement, il faut que chacun fasse son métier. Il y a les moyens d'abord d'arrêter un virement sur un clic. Voilà, on a un clic. Et puis deuxièmement, moi je pense que dans ce pays, puisqu'on parle souvent de corruption, il va falloir qu'on s'habitue, qu'on commence à éloigner les fonctionnaires de plus en plus de la liquidité. Tu veux dire que c'est un tremplin aujourd'hui le secteur? Oui, effectivement. Ça a été ton cas? Non, tu as été démasqué? Non, moi je ne suis pas de la fonction publique. Moi je ne suis pas de la fonction publique. On vient de te démasquer comme dit la mine. Non, je ne suis pas de la fonction publique. Calme-toi, on vient de te démasquer. Je ne suis pas de la fonction publique. J'évoluais dans les institutions d'enseignement privées. Bien, c'est bien dit. Merci beaucoup, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Continuez les grandes gueules chez vous. Mohamed Diaby était là, Doua Diaby, à la réalisation de cette émission. Grand merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano. Grand merci à vous tous à l'international. L'ami de Sidibé était là, évidemment. Les frères Sidibé, Nalaï et le sorcier. Oui, Simbo. Merci à vous tous à l'international. Demain, on va se retrouver avec un autre numéro. Dans un instant, sur Espace TV. Vous avez rendez-vous, évidemment, avec la rédaction. C'est le journal de 20h, en rediffusion, évidemment, parce que l'émission est rediffusée aussi le soir, parce qu'il faut qu'ils expliquent tout ça aux auditeurs. Parfois, ils ne comprennent pas. Quand je dis dans un instant sur Espace TV, eh bien, c'est pas le journal, ils ne comprennent pas. Donc, parce que l'émission est rediffusée le soir, dans un instant, donc c'est Aïssata Sanoui qui vous allez retrouver avec le journal de 20h et sur Radio Espace, cette fois-ci en direct. Eh bien, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez depuis Paris pour Zik, laisse passer la matinée. Allez, prenez soin de vous. À demain.